Bonsoir Gaëtan, Salut Céline. est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache qui tu es? Ouais, bah du coup, moi c'est Gaëtan, j'ai 32 ans, j'ai deux petits loulous de 11 ans et 6 ans. Et j'ai été marié avec une PN pendant 9 ans. Et je m'en suis rendu compte il y a 4 ans lors de notre divorce. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait penser, comment tu le sais en fait que c'est une PN, hein? Bah, le divorce n'a pas été simple. J'allais beaucoup me confier, moi, chez ma maman. Et en fait, elle a eu une histoire. Ma maman avait, enfin, une copine à elle qui a eu une histoire avec son fils qui s'est suicidé suite à une histoire de PN. Et tout ce que je pouvais confier à ma maman sur le comportement de mon ex-femme lors du divorce, eh ben, ça lui a fait tilt. Et du coup, pervers narcissique, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à fouiller ce que c'était, la façon dont il se comportait, etc. Et du coup, il y avait beaucoup de traits qui ressemblaient. Et voilà, je suis maintenant persuadé de ça. Voilà, je me renseigne beaucoup. Bon, après, il y a beaucoup Internet, mais il y a aussi le psy. J'ai appelé un CMP pour savoir comment réagir et tout ça, parce que c'est pas simple. Et la façon dont je réagissais à chaque fois, donc le silence sur certaines choses, ne pas répondre aux reproches, en fait, elle réagissait, elle, comme une PN. Je sais pas si je suis clair dans mon explication. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un petit peu plus précis pour qu'on comprenne ce qui t'a fait tilt en fait? Ouais, alors attends, fais pause là. Il va falloir que je trouve des. Va falloir que je... Ça y est, j'en ai un qui vient là. En fait, pour moi, les PN, c'est des gens qui, voilà, qui veulent absolument tout savoir de ta vie pour que ça se retourne contre toi. Et du coup, moi, j'avais quelqu'un, j'ai eu quelqu'un après mon ex-femme pendant 2 ans et demi, elle voulait absolument la rencontrer, la voir, qui c'était, discuter avec elle, etc. Et moi, j'ai jamais voulu, j'ai toujours mis une barrière. Bon, après, ma compagne, à ce moment-là, elle était au courant de la personnalité de mon ex-femme et elle voulait pas la rencontrer non plus. Et du coup, eh ben, elle est redevenue très adorable, très gentille, très dans la séduction. Voilà, il y avait plus cette pression psychologique qu'elle pouvait exercer pour pouvoir, pour essayer de me faire croire que je pouvais lui faire encore confiance. Et du coup, du coup, voilà. Moi, après, j'ai jamais lâché l'affaire. Ils se sont jamais rencontrés. Et bon, après, je me suis séparé de cette personne. Donc là, elle a pu déchaîner sa haine. Voilà, une fois que cette histoire s'est terminée. Mais voilà, pour donner un exemple, je pense que c'est assez concret. Donc sinon, tu m'as dit, je crois qu'il y avait eu de la tromperie ou des mensonges, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, ouais. Alors, en fait, donc ça après, c'est dans le comportement du PN. Qu'est-ce qui, voilà. Donc, elle mentait clairement. Souvent, les PN ont dit qu'ils ont une sexualité relativement débordante. Et donc, j'ai appris une infidélité pendant 1 an avant notre divorce. Elle se servait sur les comptes communs où elle allait à l'hôtel. Donc, c'est pareil, ils ont un rapport à l'argent très particulier. Quand on divorçait, elle réclamait une prestation compensatoire, alors que en échange, je prenais moi des frais de notaire parce que j'ai racheté l'appartement qu'on avait en commun pour les enfants et tout ça. Et voilà, donc je lui prends là les frais de notaire qu'elle devait payer par moitié, et en même temps, elle me réclamait une prestation compensatoire. Donc ça, tu vois, c'est des c'est des signes. Enfin, je dis, c'est pas possible d'être autant accro à l'argent, autant mentir. Enfin, alors après, les reproches, j'ai plus d'exemples là maintenant, parce qu'en 4 ans, moi, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis en stress post-traumatique actuellement, donc j'oublie, j'essaie d'oublier pour me reconstruire. Mais là, les derniers reproches, c'est sur les enfants. Enfin, quoi que je dise aux enfants, de toute façon, c'est mal fait, c'est pas.
voilà, c'est mal fait. De toute façon, il y a forcément quelque chose que je fais mal. Même si, voilà, même si je le fais avec mon naturel, etc., forcément, il y a quelque chose qui n'ira pas. Et sa perversité, en fait, tu l'avais vue lorsque tu étais en couple avec elle, ou alors elle s'est vraiment manifestée après, une fois que la séparation a eu lieu? Moi, je m'en suis rendu compte après. Et j'ai j'ai refait le film de notre histoire. Mais je m'en suis rendu compte qu'après, après, je suis quelqu'un qui suis sûrement un petit peu trop naïf, mais je crois pas à la méchanceté des gens. Donc, je m'imaginais pas que, surtout ma femme et la mère de mes enfants puissent être à ce point-là, avoir une double personnalité, quoi. C'était pas possible. Je comprends que les gens ils puissent avoir des hauts et des bas, et c'était là, voilà, c'était des bas sur la fin. Mais en fait, il y avait tout un truc derrière qui se préparait. Et ça, honnêtement, impossible de m'en rendre compte. Impossible. Et avec les enfants, comment elle était dès la naissance de la première? Comment ça s'est passé? Elle a toujours, alors ça a été une maman qui a été très proche de ses enfants jusqu'à leurs 6 mois, à peu près, 6 mois, un an, je dirais. Où elle était pendant plus de 6 mois, il fallait respecter les protocoles et tout ça. Et ensuite, après, c'est moi qui ai beaucoup pris le relais. Et c'est moi qui ai beaucoup pris le relais parce que j'ai des horaires assez décalés, donc je pouvais m'en occuper beaucoup plus qu'elle. Et donc, bah, du coup, voilà. Donc, elle, beaucoup pendant voilà, les 2 premières années. Et après, elle a complètement laissé tomber. Et mon fils, on a divorcé, il avait 2 ans. Bah, donc moi, j'allais tout le temps les chercher le midi à la cantine, je les emmenais le matin, je les ramenais le soir. Et bah, pendant ce temps-là, elle aimait bien aller, plutôt que de venir avec nous manger tous les quatre comme un couple, parce que voilà, on est en couple, et ben elle allait à l'hôtel avec ses collègues de boulot, et puis bah voilà, elle faisait ce qu'elle avait à faire, quoi. Et depuis qu'on a divorcé, c'est un amour inconditionnel qu'elle qu'elle vend, en tout cas devant les autres, pour ses enfants. Moi, je pense pas qu'elle les aime, ses enfants, clairement. Elle les écoute pas. C'est une maman qui est très autoritaire, les enfants n'ont aucune liberté. Mais, mais voilà. Donc ça, c'est le côté un peu diable, PN dans l'intimité. Et par contre, devant tout le monde, c'est ses enfants, ses amours, ce sera sa priorité, personne passera au-dessus, voilà. Et elle a refait sa vie également assez rapidement, ou elle est femme célibataire? Bah, alors, elle a refait sa vie 4 fois. 4 fois, des relations d'1 an. Donc, le premier, c'était son amant. Le deuxième, c'était un amant aussi qui s'est rendu compte de sa perversité parce qu'il m'a envoyé un texto salé quand ils se sont séparés. Voilà, où elle racontait un petit peu la façon de se comporter. Donc, ce qui a confirmé, moi, mes idées. Voilà. Donc après, le troisième, voilà, je connais pas. Et là, le dernier, c'est le nouvel homme de sa vie, le nouveau papa de ses enfants. Et moi, je la reconnais totalement. Enfin, en fait, j'ai presque envie de le plaindre, le pauvre, parce que enfin, elle fait la même chose qu'elle a pu faire avec moi. Sauf que moi, maintenant, j'ai le recul nécessaire pour le voir. Et lui, il est en plein dedans, et je le plains. Voilà, pour le décrire, c'est quelqu'un qui a 44 ans. Je connais très peu sa vie, hein, mais c'est quelqu'un qui a 44 ans, qui n'a pas d'enfant. Sa famille est à l'autre bout de la France. Et pour moi, c'est la victime idéale du PN. C'est-à-dire qu'il est isolé, il n'a pas d'enfant, donc il va forcément en vouloir un. Donc ça va être, je suppose, assez rapidement, je vais avoir une annonce par mes enfants qu'elle est enceinte. Euh, voilà.
Et c'est des petits trucs. Alors, mon fils m'a rapporté, par exemple, que c'est lui qui les couchait et qu'il était, on va dire, violent, mais presque quand même. Donc, je prends toujours des pincettes quand j'entends les enfants parler, mais que la maman laisse faire. Voilà, comme ça, mais c'est typique, pour moi, c'est ce qui est typique du PN. Et un truc tout bête qui peut paraître anodin, mais il vit chez elle et elle lui laisse sa place de parking attribuée. Voilà, ce sont des petits trucs qui, au début, on est tout gentil, on se montre sous son meilleur angle, et voilà, après, il verra bien on verra bien la suite, quoi. Et justement, est-ce que tu as porté plainte? Est-ce que tu as déjà eu affaire à la justice, notamment par rapport au divorce, à la garde des enfants? Alors, la justice, je commence à la connaître un petit peu. Alors, pour la garde des enfants, on a réussi, entre guillemets, à faire un divorce par consentement mutuel, en sachant que la convention allait dans son sens, totalement dans son sens. J'ai voulu divorcer rapidement. J'en avais marre. Clairement, je voulais me débarrasser de ça. Et j'avais confiance encore à l'époque. Je n'étais pas encore vraiment conscient de sa perversion. Donc, j'ai signé. Et voilà. Et après, il y avait aussi une histoire avec mon appartement que j'ai racheté. Il fallait que mon presse débloque. Donc, ça a été fait un peu dans la précipitation. Et du coup, j'ai signé une convention qui allait totalement dans son sens. Voilà. Et qui a créé beaucoup de problèmes, du coup. Qui a créé beaucoup de problèmes sur la garde des enfants. Il n'y avait pas de jour fixe. Enfin, c'était un peu voilà, le bazar. Et je comprenais pas qu'elle revenait sur ses décisions parce que, enfin, c'est un peu compliqué le mode de garde qu'on avait instauré, mais c'était basé beaucoup sur la confiance. Et voilà, moi je lui fournissais mes horaires, mes plannings, des moments où je récupérais les enfants, bah, c'était une pression. Non, tu les auras pas. Là, tu les as pas parce que j'ai ceci. Là, tu les as parce que j'ai ceci. Et du coup, enfin, ouais, enfin, on touche pas à mes enfants. Voilà, je les prends parce que je peux les prendre, mais on touche pas à mes enfants. Et elle savait très bien jouer de ça. Et du coup, bah, moi, je m'énerve. Enfin, je m'énerve. Alors, je m'énerve assez rapidement. Je m'énervais assez rapidement, en tout cas à l'époque. J'étais un petit peu dans la réaction tout de suite parce que voilà, je ne savais pas encore comment réagir face à un PN. Donc, elle s'en est bien servie, elle a déposé plainte, violence, j'ai été condamné. Et là, Tu veux dire que tu as été, comme ça t'énervait, tu l'as notifié en fait, hein, tu as montré que tu étais énervé et ça s'est retourné contre toi, c'est ça? Il y avait des SMS, voilà, des choses comme ça? totalement. Voilà, c'était beaucoup par SMS. C'était beaucoup par SMS. Et voilà, elle a tout retourné contre moi, Donc là, tu es tombé clairement. dans le piège en fait. Totalement. Je me suis fait avoir. Alors, voilà, je découvrais tout juste ce que c'était qu'un PN, c'est ce qu'il faut savoir. Je ne savais pas comment réagir face à un PN. Je savais pas qu'un PN, quand tu t'énervais, bah, il y avait que ça qui l'attendait, en fait. Et du coup, bah, je me suis clairement fait avoir. Donc, il y a eu plainte, il y a eu, enfin voilà, discussion avec les gendarmes. Après, j'ai eu un rappel à la loi. Et voilà, j'ai dit là, faut que ça s'arrête, faut que ça change, faut que je me comporte différemment. Parce que clairement, de toute façon, c'était pas correct ce que j'ai fait. Mais en même temps, c'était une réaction tout à fait normale. Quand on te met hors de toi, bah, tu t'énerves en général, hein. Enfin, moi, je considère que c'est normal. Enfin, ça a été confirmé par les psys quand même. Je ne m'avance pas comme ça tout seul. Et donc, voilà. Et donc, suite à ça, quand même, les tensions se sont apaisées. Et j'ai fait une demande de garde alternée parce que bon, c'était rentré dans l'ordre. Donc, la garde alternée, au début, tu n'es pas d'accord. Clairement, moi, j'ai avancé quelques arguments. Elle a fini par valider. Alors, c'est là où je suis retombé un petit peu dans le piège parce que elle est repassée en mode séduction. Mais c'était une période de sa vie aussi où elle avait plus le mec. Et enfin, on sent bien. Moi, j'ai toujours senti ces phases-là où quand elle a quelqu'un, quand elle a personne, quand il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle fait le yo-yo elle fait le yo-yo dans son comportement. Et là, c'était une période, donc voilà. Donc, elle a fini par accepter la garde alternée. Elle avait plus de mec.
on va faire tout bien, voilà, on essaye de réinstaurer une espèce de confiance, mais maintenant je le sais avec le recul que c'est pour mieux m'enfoncer derrière. Donc voilà, donc la garde alternée, ça dure un an les procédures, hein, le temps d'élaborer un dossier, etc. Et on a eu rendez-vous le 12 janvier dernier là pour passer en garde alternée, sauf qu'elle a changé d'avis 2 mois avant. Alors officiellement 2 mois avant, en tout cas, mais toujours moi c'est pareil, j'avais un train de retard. Je ne voyais pas tout ce qui se tramait derrière moi depuis en fait plus de 6 mois, quoi, presque 8 mois. Et donc, j'ai eu le droit à plainte pendant présentation d'enfants, les services sociaux et la demande de garde exclusive du coup de sa part, donc le changement total de discours qu'elle a obtenu, malheureusement. Et voilà, parce que je pense que j'ai pas su anticiper toutes ces magouilles. Encore une fois, ils ont toujours un train d'avance, ces gens-là. Ils savent très bien mentir. Ils savent très bien mentir. J'avais pourtant regardé comment se comporte un PN face à la justice, des attestations mensongères, on vous refait une vie. Voilà, je l'ai vécu. C'est véridique. Alors, faut se préparer. Faut préparer son avocat aussi, surtout. Parce que on sait très bien aussi que les PN, ils sont pas reconnus par la justice, qu'on accuse un peu des fois à tort et à travers, et que voilà, du coup, les juges, ils ont tendance à mettre des réserves et à punir un peu le parent qui accuse. Donc, j'ai évité d'en parler avec mon avocate, mais ça m'a encore moins porté chance là, pour le coup. Donc, le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Et du coup, toi, comment tu fais pour supporter tout ça? Parce que c'est quand même violent, là, on touche vraiment à tes enfants. Tu as eu plein de coups de poignard dans le dos, donc avec quelqu'un qui s'est vraiment servi de tes faiblesses. Comment tu arrives à dépasser tous ces événements? Alors, jusque-là, j'avais ma famille qui est toujours présente, mes amis, et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à m'enlever, c'est ma famille et mes amis. Donc ça, c'est important. Moi, si je peux donner un conseil là-dessus, c'est toujours voilà, essayer de garder un lien social avec le plus de personnes possible, quoi qu'il arrive, et éviter de parler de. Alors, je vais changer, mince, je vais changer le sujet. Enfin, je vais aller plus loin, mais faut et surtout pas dénigrer la personne avec qui on est en conflit. Voilà, c'est super important pour moi, je pense, mais ça m'a servi en tout cas. Donc jusque là, j'avais tout ça. La plainte pour non-présentation d'enfants, les services sociaux, ça a été là vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et les amis, ça suffisait plus, la famille, ça suffisait plus. Et il a fallu que je me protège. Donc moi, j'ai contacté le 3919, donc qui est un numéro réservé aux femmes. Donc ils m'ont pas écouté. Par contre, ils ont su me rediriger vers une association proche de chez moi qui s'appelle SOS Victimes et que je remercie grandement. Donc, c'est un soutien psychologique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai contacté une sophrologue. Alors, moi, la sophrologue, elle m'a pas beaucoup aidé, honnêtement, à part quelques exercices de respiration au début, mais c'est juste au début de mes démarches, alors il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2 mois. Mais voilà, j'avais des bouffées d'oxygène et tout ça. Donc, ça m'a quand même appris à respirer. Ça peut m'arriver encore. Médecin, psy, à bloc. Et surtout se bouger les fesses. Donc, ce collectif, moi, là, par exemple, aussi, c'est tout bête, mais on trouve des gens qui nous comprennent. Ça aide. Et les services sociaux, mine de rien, pour le coup, j'ai pris ça comme un coup de poignard, mais je pense que c'est des gens qui peuvent nous aider. Il faut réussir j'ai envie de dire, à se vendre. Mais il faut réussir à essayer de faire comprendre. Moi, je l'ai fait naturellement, hein. C'est des gens qui m'ont vu pleurer alors que je ne suis pas du style à pleurer. Voilà. Et donc, ils ont compris la détresse dans laquelle j'étais et ils ont essayé de m'aider. Maintenant, je suis encore dans des démarches. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Mais il y a eu des demandes d'aide éducative qui ont été faites voilà, pour essayer de détriquer tout ça. Et je ne les lâcherai pas de toute façon. Voilà, je veux qu'ils m'aident.
Et du coup, de toute façon, c'est ma dernière question. Comment tu vois le futur? Parce que tes enfants sont encore jeunes, donc forcément, tu vas être en lien encore avec leur mère pendant quelques années. Le futur, j'ai du mal à me projeter pour l'instant. Très honnêtement, pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des projets. Je sais pas où je vais. Enfin voilà, la garde, je peux pas laisser ça comme ça. Donc, on verra les démarches que j'entamerai. Comment je veux dire, si ça n'aboutit à rien, je penserai à moi. Je penserai à moi, je pense. Et sans vouloir, sans abandonner mes enfants, évidemment. Et si la justice ne me suit pas, je serai obligé de penser à moi parce que sinon je vais mal finir, quoi. Et ça, je le sais. Donc, il va falloir que je me mette des projets dans la tête, des déménagements, des voyages, voilà, sur ce qui me passionne, du sport à fond. Et je penserai à moi et puis on verra. Mais pour l'instant, je peux pas vraiment le dire parce que bon, je suis encore en plein milieu de mes galères, donc c'est difficile. Et je vais surtout en parler avec ma psy qui m'aidera, je pense, à pouvoir essayer voilà, de me projeter vers le futur. Avec la maman, voilà, après les relations avec la maman, ça risque, pour l'instant, c'est très négatif. Maintenant, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est très négatif. C'est pas que je veux pas, mais je vois bien qu'il n'y a pas d'effort en face. Donc, de toute façon, quand c'est peine perdue, c'est peine perdue. On verra. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Courage à toutes les victimes. Battez-vous, battez-vous. Vous laissez jamais faire. Dans la mesure du possible, je sais que c'est pas simple, mais soyez optimistes. Soyez optimistes. La vie, on n'a qu'une vie. Elle n'est pas faite pour se faire bouffer. C'est toujours des phases dans la vie qui sont pas simples, mais voilà. Et puis courage. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci de ce témoignage. Et ça donne de l'espoir. On voit que des gens comme toi, tu vois, ils arrivent vraiment à mettre des choses en place, à ne rien lâcher. Et puis, à un moment donné, à décider vraiment de se battre contre ces personnes. C'est assez compliqué quand même. Exactement. Et je me dis toujours que la roue tourne, même si c'est long.